Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Sahabtorkom. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, docteur. Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le deuxième cours programmé entre nous. C'est les hyperlipoprotéinémies ou bien on peut dire les dyslipidémies. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez fait comme cours ce matin. On a fait les complications génératives. Les complications dégénératives, oui. Et l'obésité, c'est ça, et l'obésité. Oui, et l'obésité. Très bien. Voilà, donc je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'écran est bien partagé? Comme ça, je peux commencer? Oui. Oui, d'accord. Donc, je ne vais pas mettre le plein écran pour ne pas avoir de problème comme hier. Je ne vais pas agrandir un peu mes plaques. Alors. Donc, je pense que vous avez déjà fait le métabolisme des lipides durant votre enseignement préclinique. Vous avez en module de biochimie, vous avez fait le métabolisme normal des lipides. Donc, dans ce cours, on a une partie, c'est un petit rappel sur le métabolisme des lipides. Ensuite, on va voir quelles sont les situations pathologiques liées à l'augmentation des lipides circulants. Et à la fin, on va finir avec une conduite à tenir. Comment actuellement on fait pour prendre en charge une dyslipidémie. D'accord? Comprendre la notion du risque, l'évaluation du risque pour avoir une cible thérapeutique. Donc, les maladies cardiovasculaires qui sont dues à l'athérosclérose sont responsables de 35% de la mortalité totale à tout âge, que ce soit chez les diabétiques ou non. Les dyslipidémies, ou appelées aussi dyslipoprotéinémies, sont, avec les autres facteurs de risque cardiovasculaire, un facteur important de cette maladie. Quand on entend maladie cardiovasculaire, il y a toujours, il y a une hypercholestérolémie, une dyslipidémie qui est aussi présente. Les différents facteurs de risque cardiovasculaire sont bien sûr le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabac et les dyslipidémies. Les études ont montré qu'il y a une corrélation directe entre le taux de cholestérol, le taux de HDL cholestérol, le taux de LDL cholestérol et la fréquence des complications cardiovasculaires. Le taux de cholestérol à la hausse, le taux de HDL cholestérol à la baisse et le taux du LDL cholestérol élevé. Cette corrélation entre le cholestérol et la maladie et les complications cardiovasculaires qui ont été mises en évidence par les études, des études longitudinales de longue durée, on a remarqué
que l'élévation du cholestérol, elle est liée à un risque élevé de maladie cardiovasculaire. Et même les études d'intervention, c'est-à-dire le traitement qui ont pour but de réduire le taux de cholestérol et le taux de LDL cholestérol, ont démontré que plus on diminue ce paramètre, plus on gagne dans le pronostic des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire on a moins d'accidents cardiovasculaires, que ce soit infarctus du myocarde, AVC ou AOMI ou autre. Donc, on commence par un rappel sur la structure et le métabolisme des lipoprotéines. Donc, normalement, c'est des connaissances déjà reçues. Alors, les lipides ne peuvent pas circuler à l'état lipide dans le sang. Donc, ils ont besoin, ils sont hydrophobes, ils ont besoin d'un transport adéquat qui permet leur fluidité dans le sang. Pour cela, les lipides sont transportés dans des corps ou bien des particules qu'on appelle les lipoprotéines. Lipo pour dire qu'il y a des lipides. Protéines, il y a aussi des protéines qui composent ce particule. Donc, les lipides sont essentiellement constitués du cholestérol et des triglycérides. Les lipoprotéines qui sont ces structures de transport. Alors, elles ont un centre et une périphérie. Le centre, on trouve tout ce qui est hydrophobe. C'est essentiellement le cholestérol estérifié et les triglycérides. Et en couronne périphérique, on trouve ce qui est hydrophile, qui permet donc de circuler dans le sang. C'est le cholestérol libre, les phospholipides et les apoprotéines. Apoprotéine, c'est une protéine. L'hypoprotéine, c'est cette particule. C'est ce particule, pardon. Donc, il y a l'hypoprotéine, c'est une structure complexe qui permet le transport et le métabolisme des lipides. Apoprotéine, c'est une partie qui compose, en plus des lipides, cette lipoprotéine. Est-ce que c'est clair? Donc, en fonction de leur densité par centrifugation, on a vu que les différentes lipoprotéines ne migrent pas de la même façon lors d'une centrifugation, et cette migration dépend de leur densité. Il y a des particules ou des lipoprotéines qui sont de faible densité, et il y a des lipoprotéines qui sont de forte densité. Et ça nous a permis de faire cette classification. Cette densité dépend en vérité de la composition de cette lipoprotéine. On a les chylomicrons ou bien les kilomicrons. Je ne sais pas quelle est la prononciation la plus juste. Alors, ce sont la forme la plus légère. D'ailleurs, quand on a une hyperchylomicronémie, lorsqu'on met le tube de la personne qui est atteinte, on va voir qu'il y a un surnageant blanc qui est en haut. C'est-à-dire spontanément, si on laisse le tube pendant 24 heures conservé, on va remarquer qu'il va se construire un surnageant, parce que c'est la partie la plus légère. Ensuite, on a les VLDL, les IDL qui ont une densité intermédiaire, LDL une faible densité, plutôt une densité plus importante que les IDL, et on a les particules avec une forte densité qui sont les HDL. Ça, c'est une structure, c'est une photo schématique qui montre par exemple là, la structure des chylomicrons où il y a le centre qui est très riche en triglycérides, vous voyez, ce qui est en jaune au centre. Il y a du cholestérol en bleu et en
En violet, c'est les apolipoprotéines qui sont en périphérie. Donc, cette structure, elle assure le métabolisme des lipides. Comment ça se passe? En vérité, il y a deux voies, on va les voir. Mais avant ça, on rappelle d'abord c'est quoi les apoprotéines. Les apoprotéines, c'est des protéines intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet de reconnaître quel est le type de lipoprotéine, de quoi il s'agit, mais elles ont aussi une fonction. Elles ont une fonction, c'est des protéines de structure, mais aussi de fonction. Elles permettent de se fixer sur les récepteurs capillaires ou bien sur des sites d'activation d'enzymes dans le métabolisme des lipides. Donc, chaque apoprotéine, elle a une fonction bien déterminée dans ce parcours de métabolisme des lipides. À titre d'exemple, les ApoA1, on les trouve essentiellement dans le HDL, dans les particules de HDL. Quel est leur rôle principal? C'est l'activateur de la LCAT, c'est la lécithylcholestérol acyltransférase. Les ApoA2, on les trouve aussi dans le HDL. Les ApoB48, elles sont caractéristiques des chylomicrons. Les ApoB100 sont caractéristiques des VLDL et des LDL et ça permet la reconnaissance des particules par la cellule. La membrane cellulaire. L'ApoC2, c'est un cofacteur activateur de la lipoprotéine lipase. L'ApoC3, c'est un cofacteur inhibiteur de la lipoprotéine lipase activée. L'ApoE, ça permet la captation des remnates de lipoprotéines. Et ces différentes apoprotéines, elles ont une distribution en fonction de la structure du HDL et la structure de la lipoprotéine et à quel stade du métabolisme elle est. Maintenant, pour le métabolisme des lipides, d'abord commençons par le transport. Les lipoprotéines qui transportent les triglycérides, on va les voir soit dans donc les triglycérides, ou bien quelles sont les lipoprotéines qui sont riches en triglycérides, ce sont les chylomicrons et les VLDL. Les chylomicrons sont reconnus grâce à l'apoprotéine B48, les VLDL sont reconnus par l'ApoB100 et par d'autres apoprotéines. Les chylomicrons sont riches en triglycérides d'origine exogène, c'est-à-dire les triglycérides alimentaires, on va voir la voie exogène, et les VLDL sont riches en triglycérides d'origine endogène, c'est-à-dire qu'ils sont produits par le foie. Les lipoprotéines qui sont riches en cholestérol, on a le LDL, marqué sur le plan, si vous voulez, qu'est-ce qui identifie cette lipoprotéine, c'est l'ApoB100. Elle assure le transport du cholestérol vers les tissus périphériques où il peut s'accumuler en cas d'excès ou bien en cas de prédisposition. C'est pour ça qu'on l'appelle le mauvais cholestérol, parce qu'il est hétérogène. Quand il s'accumule au niveau des vaisseaux, ça donne la formation des plaques et ces plaques qui, avec le temps, elles sont remaniées, elles sont source d'inflammation et sont source de maladies donc vasculaires et thrombotiques. Le HDL cholestérol, il assure le transport du cholestérol de retour, c'est-à-dire des tissus périphériques vers le foie pour qu'il soit métabolisé. Donc, c'est la façon d'épurer le cholestérol de la circulation. C'est pour ça qu'on l'appelle le bon cholestérol ou bien le cholestérol non hétérogène. Quand on dit LDL, c'est lipoprotéine. Quand on dit LDL cholestérol, c'est le cholestérol contenu dans le LDL. Alors, donc, c'est la lipoprotéine qui détermine si le cholestérol est bon ou mauvais, c'est-à-dire à quel moment c'est-à-dire est-ce qu'on le trouve dans les particules de LDL, donc c'est un cholestérol qui va vers la périphérie, donc il est hétérogène. Si on trouve ce cholestérol dans le HDL, c'est-à-dire il est dans la voie de retour et c'est la voie d'épuration. Maintenant, pour le métabolisme,
Alors, quels sont les organes qui sont impliqués dans le métabolisme des lipides? Il y a le foie et l'intestin. L'intestin a un rôle dans la voie exogène qui survient en postprandial. Alors, quand on mange un repas, il y a des graisses alimentaires qui vont être absorbées, qui sont principalement les triglycérides ou bien des acides gras. Alors, on aura un assemblage et reformation des acides gras avec le glycérol pour former des triglycérides au niveau de la cellule intestinale. Et ça forme ce qu'on appelle les chylomicrons. Et ces chylomicrons, donc qui sont responsables de ce transport, sont en général, c'est vrai, elles sont peu denses, mais elles sont volumineuses. Et leur transport, il doit passer d'abord par la circulation lymphatique avant de passer dans la circulation sanguine. Ensuite, au contact des capillaires sanguins, ces chylomicrons vont subir les premières étapes du métabolisme. Ils vont être hydrolysés grâce à l'enzyme lipoprotéine lipase. Et on aura donc de nouveau des acides gras libres qui vont servir de substrat énergétique pour le tissu adipeux ou bien dans d'autres voies métaboliques. Et la lipoprotéine de transport qui était le chylomicron, devenue pauvre en triglycérides, c'est-à-dire elle va prendre une autre appellation, c'est le rémanent de chylomicron. Ce rémanent de chylomicron, il va suivre son parcours dans le sang, il va arriver au niveau du foie et il va être enrichi par d'autres lipides. Et en fonction de sa composition, il va se transformer en VLDL ou en LDL, ou bien selon la voie, donc il est en IDL, etc. Maintenant, la voie endogène. La voie endogène, c'est la production hépatique des triglycérides. Ça se voit dans les situations de jeûne et inter-repas. Le foie synthétise des triglycérides qui passent dans la circulation sous forme de VLDL. Et là, le métabolisme, il fait intervenir l'enzyme intravasculaire, surtout la lipoprotéine lipase, qui va, la même chose, entraîner l'hydrolyse des triglycérides pour donner des acides gras libres. Et bien sûr, cette particule devient le rémanent de VLDL, qui donc ressemble à la structure qui va donner les IDL. Ces IDL, ces intermédiaires densité lipoprotéine, vont s'enrichir cette fois-ci en cholestérol. Donc, ils vont devenir plus denses que les autres. Ils vont donner ce qu'on appelle le LDL. Et cet LDL, il va assurer l'apport du cholestérol par les différents tissus qui en ont besoin. Le cholestérol, c'est un lipide qui a plusieurs rôles. Il rentre dans la synthèse des hormones, il rentre dans plusieurs voies, donc dans la structure des membranes cellulaires. Donc, il n'y a pas que le mauvais cholestérol. Le cholestérol a des fonctions physiologiques. Et donc, mais en cas d'excès, en cas de prédisposition, en cas de facteur de risque, ce cholestérol peut, au niveau des vaisseaux, s'accumuler et former ce qu'on appelle les plaques athérogènes. Voilà. Les LDL qui se sont formés au parcours des IDL depuis le foie, ils vont ramener le cholestérol vers les tissus périphériques. Ces LDL sont captés essentiellement par le foie, qui va reconnaître les apobescents, et le reste par le tissu périphérique. Maintenant, ces particules, quand ils doivent ce cholestérol doit maintenant être métabolisé, donc il est récupéré des tissus périphériques vers le foie par la lipoprotéine appelée HDL, qui va être constituée des résidus du catabolisme de tous les autres. Donc, on aura ce qui est resté des chylomicrons, ce qui reste du VLDL, et elle va s'enrichir surtout des ApoA. Elle va donner plusieurs niveaux de HDL, le HDL3, le HDL2,
qui seront captés par le foie grâce à des récepteurs qui reconnaissent les apoprotéines A. Ça apparaît un peu complexe, mais ce qu'il faut savoir, quelles sont les particules qui sont hétérogènes. Il faut savoir que les apports, il y a deux voies de métabolisme des triglycérides. Il y a une voie exogène, c'est les apports en graisse qui vont former les chylomicrons pour comprendre c'est quoi les hyperchylomicronémies. Et il y a la voie endogène quand il y a une production excessive par le foie des triglycérides. Et il faut comprendre aussi que le LDL, il assure la voie le déplacement du cholestérol vers les tissus périphériques et le HDL, il assure la voie inverse. Et c'est des structures qui sont complexes et qui sont entourées d'apoprotéines qui ont des fonctions importantes, notamment, c'est-à-dire les différentes fonctions intelligentes. Comment est-ce que la cellule va reconnaître qu'elle va capter telle ou telle lipoprotéines. Parce que même en pathologie, vous allez voir que les maladies génétiques, soit c'est une mutation au niveau de la peau baissant, ou bien au niveau du récepteur de LDL, etc. C'est là où on a des hypercholestérolémies qui sont très hétérogènes. Maintenant, comment on fait le diagnostic et la classification des dyslipidémies? Donc, cliniquement, quand est-ce qu'on doit penser à faire un bilan lipidique? Quand on a, par exemple, un antécédent familial de dyslipidémie, parce que la majorité des dyslipidémies en dehors des dyslipidémies secondaires sont des dyslipidémies génétiques. Donc, si vous avez un patient, un cas index qui a une hypercholestérolémie ou une hyper-TG très importante, ou là, vous allez automatiquement rechercher cette anomalie dans les différents membres de la famille. Et ça, c'est là où, en général, on découvre d'autres dyslipidémies. Parfois, c'est des signes d'appel, mais c'est rare qu'on a des signes d'appel. On va voir quelques signes non spécifiques. La dyslipidémie, souvent, il n'y a pas de signes d'appel. Parfois, on rattache quelques signes comme les céphalées, les vertiges, des acouphènes, mais on ne sait pas si c'est directement lié à l'hypercholestérolémie. Les gens décrivent des céphalées, des vertiges quand ils ont du cholestérol élevé. L'hypertriglycéridémie sévère peut donner un tableau de pancréatite aiguë, donc la douleur caractéristique de la pancréatite. Cliniquement, quand on a des dépôts lipidiques extravasculaires, on peut les trouver, donc mais c'est des signes qui ne sont pas toujours présents. Alors, les différents signes, donc on a l'exantélasma, pardon. L'exantélasma, c'est des dépôts lipidiques situés à l'angle interne de l'œil, de la paupière supérieure ou inférieure. Ce signe, il n'est pas pathologique s'il est retrouvé chez un sujet âgé, mais il est pathologique s'il est retrouvé chez un sujet jeune. Donc, c'est pas normal de le trouver chez un sujet jeune. L'arc cornéen aussi. Ils sont retrouvés dans toutes les hypercholestérolémies. Là aussi, je pense non, c'est l'arc cornéen qu'on ne doit pas trouver chez un sujet jeune. C'est l'arc cornéen. Je pense qu'il y a une photo. Attendez, voilà. Quand vous voyez cet aspect blanchâtre autour de l'œil, donc c'est chez sujet âgé, c'est tout à fait normal, mais chez sujet jeune, non. Et là, vous voyez ce dépôt, l'exantélasma, c'est un signe de dépôt de lipides. Vous voyez les tubérosités au regard des tendons aussi. C'est l'exantome tendineux au niveau du tendon d'Achille et les extenseurs des doigts. On a l'exantome tubéreux au niveau du coude, sont l'apanage des hypercholestérolémies familiales. L'exantome plan qui sont de couleur jaune orangée au niveau des fesses et des mains, qui s'observent aussi dans les hypercholestérolémies familiales homozygotes. L'exantomatose éruptive, on les voit dans les hypertriglycéridémies majeures. Ça apparaît brutalement, des éruptions généralisées. Je pense qu'il y a une photo. Non. D'accord. Donc, c'est des formes qui peuvent se voir
dans les hypertriglycéridémies. Mais ce pas des signes qui sont toujours présents, d'accord? Mais si on les voit, il faut les rattacher, bien sûr, à la présence d'une dyslipidémie et le plus souvent de caractère génétique et familial. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, maintenant sur le plan biologique, bon, il y a d'autres circonstances, je pense qu'il faut les citer aussi. Donc, on a vu lors d'une enquête familiale, lors d'un tableau de signes non spécifiques qu'on a décrit, tableau de pancréatite, ainsi clinique d'appel, les différentes lésions qu'on vient de décrire. Mais il y a d'autres situations où il faut aussi rechercher une dyslipidémie. C'est lorsqu'on a les facteurs de risque cardiovasculaire. Chez quelqu'un qui est hypertendu, il faut rechercher une dyslipidémie. Chez quelqu'un qui est diabétique, il faut rechercher une dyslipidémie. Donc ça, c'est systématique. Parfois, on recherche, ou bien on est obligé de rechercher une dyslipidémie après 40 ans chez l'homme et après 50 ans chez les femmes. Ça aussi, c'est systématique. On recherche dans l'évaluation du risque global de la personne. Voilà, donc je pense que ça devrait les situations. Bien sûr, si on connaît qu'il y a une pathologie qui est cause de dyslipidémie secondaire, comme le syndrome néphrotique, l'hypothyroïdie, là aussi, c'est des situations qu'on doit, où on doit dépister aussi une dyslipidémie. Cette plaque vous donne les différents paramètres, donc cholestérol total, en moyenne, il est situé entre quels chiffres? Il est considéré élevé s'il est plus de 2 grammes. Triglycérides, en général, 1,5. Intermédiaire entre 1,5 et 2, mais il est élevé, c'est plus de 2. Pour les fractions, le HDL cholestérol, le taux idéal, c'est plus de 0,45 chez l'homme et 0,55 chez la femme. Des taux inférieurs à 0,35 sont des facteurs de risque d'infarctus du myocarde. Le LDL cholestérol, c'est un paramètre qui est calculé par la formule de Friedewald quand les triglycérides sont inférieurs à 4 grammes par litre. Si on a une hypertriglycéridémie, on ne peut pas calculer le LDL, on est obligé dans ce cas de le doser, chose qui ne se fait pas en routine, mais on peut le demander. De toute façon, la majorité des études, ou bien toutes les études qui ont été faites sur la relation entre le cholestérol, le LDL cholestérol et le risque cardiovasculaire sont basées sur les formules calculées. D'autres paramètres peuvent être intéressants, mais pas de routine, c'est l'apoprotéine A, l'apoprotéine B, le rapport ApoB sur ApoA. Donc, ils ne sont pas utilisés de routine. Mais l'ApoB, par exemple, représente aussi un objectif thérapeutique. Alors, donc, dans l'exploration lipidique, donc on a vu le dosage, le calcul du LDL cholestérol. Parfois, on a besoin de mesurer certaines apoprotéines. Il y a même le dosage de la lipoprotéine A, qui est un marqueur aussi vasculaire, de risque vasculaire, mais qui ne sont pas, c'est-à-dire les recommandations pour le moment, on ne les recommande pas systématiquement. On est maintenant toujours au cholestérol, triglycérides et les fractions HDL et LDL. Et on peut mesurer, au lieu de doser le ApoB, on va mesurer le non-HDL cholestérol qui a la même valeur que l'ApoB, le dosage de l'ApoB. Il y a aussi l'aspect du sérum. Je vous ai parlé tout à l'heure du surnageant qu'on peut voir, du crémage surnageant qui indique la présence du chylomicron lorsqu'on fait une épreuve de décantation, c'est-à-dire on prend le sérum du patient, on le laisse 24 heures en position verticale à plus 4 degrés, c'est-à-dire dans le réfrigérateur, et on observe la composition. Ça donne une idée, est-ce qu'il y a un excès de chylomicron ou autre chose. Donc l'aspect, il est opalescent dans les dyslipidémies mixtes 20A, cholestérol et triglycérides élevés. Il est lactescent dans les hypertriglycéridémies. Il est limpide, c'est-à-dire il est transparent. Il n'y a pas de, c'est-à-dire il est séreux, c'est-à-dire il n'y a pas d'aspect dans l'hypercholestérolémie et le crémage surnageant dans l'hyperchylomicronémie.
Ensuite, si on a une dyslipidémie, bien sûr, il faut évaluer le retentissement cardiovasculaire. On peut faire le Doppler vasculaire, rechercher sur le plan cardiaque, est-ce qu'il y a des signes d'appel de cardiopathie ischémique. Donc ça, c'était le moyen diagnostic. Maintenant, quelles sont les classifications? En vérité, cette classification que je vais citer maintenant, cette classification internationale de Frederickson, c'est une classification qui repose sur les données d'électrophorèse des lipoprotéines et elle n'est pas, si vous voulez, très, très clinique parce que dans le tableau clinique, on peut avoir plusieurs types de cette classification qui donnent le même tableau. Je vais m'expliquer. On va dire d'abord qu'est-ce qu'il y a dans cette classification. Cette classification, elle classe le type 1, c'est l'élévation des chylomicrons. Le type 2, il y a le type 2A et le type 2B. 2A, c'est l'élévation du LDL, donc élévation du cholestérol. 2B, élévation du LDL et du VLDL. Donc, on s'attend, le LDL, c'est riche en triglycérides, LDL, c'est riche en cholestérol, donc ça va être une forme mixte. Le type 3, c'est une élévation des IDL, donc les intermédiaires, et là aussi, ils sont riches en cholestérol et en triglycérides. Le type 4, c'est une élévation des VLDL, donc elle va être riche en triglycérides endogènes. 5, il y a une élévation des chylomicrons et des VLDL, donc ça, c'est des triglycérides endogènes et exogènes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le type 1, le type 4 et le type 5 sont des hypertriglycéridémies pures, soit élévation des chylomicrons qui sont les triglycérides exogènes, soit type 1, type 4, c'est l'élévation du VLDL, c'est les triglycérides endogènes, ou la 5, c'est la forme mixte. Pardon, ça veut dire endogène et exogène. Mixte, c'est-à-dire les deux types. Par exemple, si on prend le type 2A, où il y a augmentation du LDL, où là, le type 2A, c'est LDL, donc c'est une forme d'hypercholestérolémie pure. Alors que si je prends le type 2B, le type 3, c'est des hypercholestérolémies mixtes. Donc, vous voyez, donc en général, on ne va pas se baser sur cette classification de Frederickson, mais on va se baser sur ce qui est élevé. Est-ce que c'est une hypertriglycéridémie pure? Est-ce que c'est une hypercholestérolémie pure? Ou bien c'est une forme mixte? Donc, notre façon d'étudier les dyslipidémies pour faire notre démarche diagnostique, c'est de se baser sur cette classification plus pratique. Voilà. Donc, on a une hypercholestérolémie pure, ou là, une hyper-TG pure, ou bien mixte. Dans tous les cas, il faut se poser la question sur les causes secondaires, parce qu'il faut les éliminer. Parfois, il y a une pathologie ou un traitement qui est la cause une situation qui est la cause de la dyslipidémie. Si ce n'est pas ça, ou bien une cause secondaire qui aggrave une cause primaire. Si ce n'est pas ça, on va regarder les causes primaires. Les causes primaires sont le plus souvent donc des causes génétiques. Par exemple, dans l'hypercholestérolémie pure, on a l'hypercholestérolémie familiale qui est monogénique, qui est cause de mortalité précoce, et on a l'hypercholestérolémie polygénique, la plus commune, où il y a une maladie cardiovasculaire précoce, mais c'est-à-dire moins précoce et moins intense que la forme homozygote ou la forme monogénique. On a dans les formes mixtes l'hyperlipidémie familiale combinée et les 10-bêta-lipoprotéinémies. Dans les hypertriglycéridémies pures, en dehors des causes secondaires, on a ce qu'on appelle les syndromes d'hyperchylomicronémie familiale. On va les voir maintenant. On va commencer par on va voir chaque forme clinique de ces dyslipidémies. Est-ce que vous êtes là et vous êtes en train de suivre ou bien c'est un peu lourd? Aïe. Et on est là. Vous arrivez à suivre? Oui. Oui, ça va. Très bien. Donc, on va commencer par les hypertriglycéridémies. On a vu tout à l'heure que le type 1, c'est l'augmentation des chylomicrons dans la classification de Frederickson.
Et cette cause est en général, c'est causé par la forme familiale. Elle est dite exogène parce qu'elle répond, c'est-à-dire l'élévation, elle est liée aux apports. C'est une affection rare. Elle est de transmission autosomique récessive par déficit plus ou moins complet de l'enzyme lipoprotéine lipase ou de son activateur l'ApoC2. On peut avoir les formes liées à l'une ou à l'autre. Elle va donner une accumulation des chylomicrons par défaut de leur catabolisme. Donc, quand on mange un repas riche en triglycérides, en graisse, ces chylomicrons vont s'élever, il y a une mauvaise épuration et on aura une hypertriglycéridémie. Le plus souvent, ça se voit dans l'enfance par des épisodes douloureux abdominaux, pseudo-chirurgicaux après les repas. Donc, c'est des accès de douleur. Quand le taux de triglycérides dépasse 10 grammes, il y a un risque de pancréatite. Et dans les formes complètes, on peut avoir la xanthomatose éruptive, l'arc cornéen et des hépatosplénomégalies. Biologiquement, on a des hypertriglycéridémies qui peuvent atteindre jusqu'à 100 grammes par litre, donc avec un risque de pancréatite très important, donc c'est des urgences de prise en charge, alors que le cholestérol est normal. Et lorsqu'on va voir l'aspect du sérum, on a cet aspect crémeux. Alors là, le traitement, on est obligé de supprimer les graisses riches en triglycérides d'origine alimentaire. Donc, le traitement, il est purement diététique. On va réduire la consommation lipidique à moins de 10% de la ration globale, soit pas plus de 40 grammes par jour. Et pour ne pas tomber dans le déficit, on enrichit cette alimentation par des produits qui sont faits de triglycérides à chaîne moyenne, qui vont passer directement dans la circulation et donc ils vont éviter cette formation de chylomicrons. Le type 4 des hyper-TG, c'est la forme endogène. Elle est endogène parce qu'elle dépend de la production hépatique de triglycérides, mais pas essentiellement des graisses alimentaires. Il y a la forme familiale de transmission probablement dominante parce qu'elle est très apparente, mais cette forme, elle ressemble à l'hypertriglycéridémie métabolique qu'on voit dans le diabète. D'accord? Parce que même dans le diabète, il y a une production de triglycérides et il y a une augmentation du VLDL dans le diabète. Et c'est secondaire à l'insulinorésistance, bien sûr. Mais là, ça ressemble un peu à ça, mais c'est d'une façon génétique et innée. Donc, mais les facteurs de l'environnement sont souvent présents. On trouve que c'est des sujets, c'est-à-dire cette forme familiale apparaît quand il y a des facteurs qui vont anticiper la symptomatologie. C'est des sujets qui mangent beaucoup de sucre, ou bien qui sont alcooliques, ou bien qui sont obèses. Donc ça, c'est des facteurs qui font démasquer cette forme clinique des hypertriglycéridémies endogènes. Donc, il y a une similitude entre cette forme et la forme qu'on voit dans les syndromes métaboliques et dans le diabète de type 2. Cliniquement, on a une hyper-TG majeure, mais pas au point ou bien au taux qu'on voit dans les hyperchylomicronémies. On a une asthénie postprandiale, des céphalées, des troubles dyspeptiques. Biologiquement, on peut trouver un cholestérol normal ou peu élevé, on trouve triglycérides élevés. Le sérum, il est trouble, il est lactescent, mais lorsqu'on fait la décantation au sérum, on ne trouve pas le surnageant. On comprend que c'est lié à une forme purement endogène, pas mixte. Mais bien sûr, il existe la forme mixte qu'on va voir après. Le traitement, bien sûr, comme les facteurs environnement jouent un rôle important dans l'apparition des symptômes et l'aggravation, donc c'est les régimes hygiéno-diététiques tels que proposés au sujet diabétique, donc forme glucodépendante, réduire
les sucres simples, surtout le fructose. Le fructose, donc, il est dans les sucres, c'est-à-dire dans le sucre industriel, mais aussi dans les fruits. Donc, il faut réduire et limiter la ration glucidique journalière à des taux acceptables. Forme liée à l'alcool, donc il faut arrêter la consommation d'alcool. Chez les obèses, il faut réduire le poids et par un régime hypocalorique. Le traitement médical, donc dans les situations aiguës, on a une hypertégée de plus de 10 grammes, donc c'est le traitement de prévention de la pancréatite. Une surveillance, il faut les hospitaliser, surveillance, diète spécifique, etc. Et quand on n'est pas à des taux très, très élevés, on peut commencer par les mesures diététiques et proposer les fibrates qui ont comme action de réduire le taux de triglycérides et les acides gras de la série oméga 3 qui peuvent avoir un effet bénéfique. Les hypertégés de type 5 maintenant. Là, c'est les formes mixtes. Il y a une forme, c'est une forme où il y a augmentation des chylomicrons et des VLDL. Il y a les formes primaires qui sont rares et il y a les formes 5 qui sont secondaires. Les formes rares, primaires génétiques, se rencontrent dans les poussées d'hypertriglycéridémie de type 4 provoquées par l'alcool ou la décorticoïde ou la décompensation du diabète. C'est-à-dire la forme 4, dans les formes de poussée ou lorsqu'il y a beaucoup de facteurs qui aggravent cette hypertriglycérémie, peut revêtir l'aspect d'une forme mixte, plutôt d'une forme mixte, je ne veux pas utiliser mixte parce que mixte c'est pour les triglycérides et cholestérol. Donc une forme où il y a des triglycérides endogènes et exogènes et on aura des chylomicrons. Ça peut se voir dans le diabète déséquilibré. D'accord? Ça, là aussi, c'est-à-dire cette forme, elle ressemble à ce qu'on voit dans le syndrome métabolique. On aura des triglycérides et cholestérol élevés, parce que les VLDL contiennent du cholestérol, mais pas très élevé, comme dans les hypercholestérolémies. Le traitement, là aussi, il faut associer des mesures diététiques de type 1 et de type 4, c'est-à-dire il faut réduire les apports exogènes en triglycérides et en acides gras, et il faut corriger les facteurs comme donc l'alcool, la consommation de sucre, le poids, etc. Et on peut adjoindre aussi les fibrates. Passons maintenant au chapitre des hypercholestérolémies. Là aussi, on a les formes pures, la type 2A. Il y a deux entités. Il y a la forme polygénique, c'est la plus fréquente qu'on voit dans la population générale. Elle est moins étudiée parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic précis à toute la population, mais c'est les formes familiales qui sont bien connues parce que, c'est-à-dire on a identifié l'anomalie génétique. Polygénique, c'est-à-dire il y a beaucoup de gènes qui peuvent être en même temps incriminés. Donc, les formes polygéniques, c'est généralement des hypercholestérolémies qui sont modérées, révélées ou aggravées par les erreurs diététiques et autres facteurs de l'environnement. Il n'y a habituellement pas de dépôt extravasculaire du cholestérol, donc le problème, il se pose surtout au niveau des vaisseaux et les complications cardiovasculaires apparaissent à la 5e décennie. C'est-à-dire, c'est les formes courantes qu'on voit en pratique. D'habitude, vous voyez les patients, ils viennent pour hypercholestérolémie, ils vous disent qu'il faut faire un régime et tout ça. Ils vous disent, mais moi, je mange pas trop gras, je mange pas de cholestérol, parce qu'il y a toujours cette partie génétique, polygénique, qui existe, d'accord? Il n'y a pas que les apports, mais les apports c'est-à-dire doivent être corrigés quand même. La forme familiale à transmission autosomique dominante, on peut avoir l'anomalie du récepteur des LDL, souvent, ou rarement une mutation de la peau baissante. Donc, on n'a pas d'épuration du LDL. Elle peut être homozygote, c'est la forme la plus sévère, ou hétérozygote, c'est-à-dire on aura deux anomalies différentes. Les complications cardiovasculaires sont très précoces. On voit
des maladies cardiovasculaires, ce qu'on a l'habitude de voir à la 5e, 6e décennie, on les voit chez des jeunes, 2e, 3e décennie, qui font des infarctus, ils font des arrêts cardiaques, ils font des AVC. Son diagnostic rend primordial un dépistage de la descendance et des collatéraux. Donc, il faut systématiquement rechercher cette complication, cette pathologie. Alors, cliniquement, donc on peut avoir les dépôts qu'on a décrits tout à l'heure. Biologiquement, on a le cholestérol. Quand il n'est pas très élevé, c'est des formes hétérozygotes. Quand il est très élevé, c'est des formes homozygotes. Triglycérides sont normaux et l'aspect du sérum, il est limpide. Le traitement, bien sûr, c'est les mesures diététiques, mais ils ne sont pas suffisants. Réduire le poids, réduire la consommation du cholestérol, supprimer les graisses saturées, les graisses trans et tout ce qui est donc ce qui est riche en cholestérol, mais pas supprimer, pardon, mais modérer la consommation comme le beurre, les fromages, mais pas supprimer. Et on a le traitement médical, le plus important, on a les statines, et on a chez l'enfant, on utilise les cholestéramines. On a aussi ce qu'on appelle ça aussi, les itimibes. Les statines, ça joue sur le métabolisme de cholestérol. Les cholestéramines, ça favorise l'élimination. Les itimibes, il joue sur l'absorption du cholestérol. Et on a tout récemment les inhibiteurs de la PSCK9, qui est une enzyme aussi régulatrice du métabolisme du cholestérol, aussi comme traitement des hypercholestérolémies. Dans les formes graves, surtout formes homozygotes chez des jeunes avec des taux élevés de cholestérol, c'est la LDLA-phérèse. La LDLA-phérèse, c'est une épuration du sang, du LDL, puis le réinjecter, voilà, ou bien une transplantation hépatique. Les hypercholestérolémies de type 2B, donc c'est les formes mixtes, ce qu'on appelle l'hyperlipidémie familiale combinée, elle est de transmission autosomique dominante. Cliniquement, elle est associée à l'HTA, trouble du métabolisme glycidique, hyperuricémie, donc ça ressemble aussi aux formes qu'on voit chez les diabétiques. On a élévation du LDL et triglycérides, le HDL est bas, le sérum il est opalescent. C'est les mêmes traitements, donc c'est les traitements, les recommandations pour le traitement de la dyslipidémie mixte. Ce qu'il faut savoir, donc pour ne pas se noyer, donc ce qui est important, dans les formes pures, très élevées, il faut penser aux causes primitives et génétiques. Dans les formes intermédiaires, il y a des formes polygéniques, mais même si c'est des formes polygéniques, il y a toujours des facteurs de l'environnement qui font aggraver ces situations, comme le syndrome métabolique, l'alimentation et l'obésité, l'alcool, etc. Donc, je sais que c'est un peu lourd, c'est un peu, ça va être confus. C'est pour ça que je synthétise. Donc, si vous avez les dyslipidémies isolées, c'est-à-dire on a une hyperthégie importante et une hypercholestérémie importante, là, il faut penser aux formes génétiques. D'accord. Ensuite, dans les formes modérées, il faut penser aux formes polygéniques aggravées par des facteurs métaboliques. Et enfin, on peut avoir des hypertriglycéridémies d'origine métabolique, mais avec toujours une imprégnation génétique polygénique, mais qui peuvent répondre de façon spectaculaire à des corrections diététiques. Donc, parfois, chez des diabétiques avec un syndrome métabolique, on peut avoir une hyperthégie jusqu'à 8-6 grammes par litre, voire plus. Si on fait les patients sous une diète, ça s'améliore et ça peut même disparaître. D'accord? Donc, c'était lié à une consommation exagérée en sucre, etc. Voilà. Donc, on a les traitements, donc ça dépend. Bien sûr, le premier objectif, c'est le cholestérol. On discute les fibrates pour les triglycérides. C'est une association qui n'est pas de routine d'associer fibrates et statines.
Ça se fait que dans les centres spécialisés. L'hypercholestérolémie type 3, c'est une hyperlipidémie très rare, s'exprime après 20 ans. Alors, elle est potentiellement hétérogène, elle touche cœur, membre inférieur, carotide. On aura une augmentation du cholestérol total et triglycérides, donc ça fait partie des formes mixtes. Le sérum, il est opalescent et à l'électrophorèse, on a une bande anormale qui correspond aux IDL. Le traitement, c'est comme le type 2B parce qu'elle est hétérogène. Les dyslipidémies secondaires. Devant toute dyslipidémie, avant d'aller parler des causes primaires, il faut éliminer les causes secondaires. Donc, on a les causes iatrogènes, les œstrogènes, les corticoïdes, les diurétiques, les bêta-bloqueurs peuvent perturber le métabolisme lipidique. Les endocrinopathies, surtout hypothyroïdie, ça donne une hypercholestérolémie. Rarement l'acromégalie, le Cushing, ça donne des hyper-TG. L'atteinte rénale, notamment le syndrome néphrotique. L'atteinte hépatique, l'insuffisance hépatique, la cirrhose, donne aussi des dyslipidémies. Thérapeutique, je pense qu'on va survoler rapidement. On a parlé pour les hypercholestérolémies, on a les statines. Je vous ai dit, ils ont une action sur la synthèse, donc sur la production du cholestérol. Et les différentes molécules, on a la torvastatine, la rosuva, la simva, la fuva. En général, donc c'est pas en général, donc ces molécules se donnent en une prise unique le soir. Alors, l'effet secondaire majeur lié à ces molécules, c'est le risque de rhabdomyolyse, qui est rare, mais il faut y penser. Si vous avez des CPK élevés, des douleurs musculaires importantes, il faut doser les enzymes musculaires. Si on a une élévation très importante, on arrête le traitement. Si ce n'est pas les CPK, donc ce n'est pas lié à la molécule. On peut avoir aussi une perturbation de bilan hépatique. Si elle est très importante aussi, arrêter temporairement. Sinon, il y a plusieurs raisons pour avoir l'élévation transaminase. Donc, ils sont contre-indiqués chez le dialysé, mais pas formellement. Ils sont contre-indiqués, pas déconseillés chez la femme enceinte. Hein. Je ne sais pas, je vais la corriger tout de suite. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Insuffisance hépatique. Pour les fibrates, c'est des hypolipémions qui inhibent la synthèse des triglycérides. Alors, on a le phenofibrate, on a le ciprofibrate. On utilise une prise par jour là aussi. On surveille les transaminases. On n'a pas beaucoup de risques de rhabdomyolyse comme pour les statines, mais sumifié quand on associe les deux molécules. Principalement indiqués dans les hypertriglycéridémies endogènes. Ils ont quelques effets aussi sur le cholestérol, ils diminuent un peu le cholestérol, contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique, insuffisance rénale et chez la femme enceinte. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, un mot sur les statines, oui. Donc, pour les statines, comme il y a un risque musculaire, donc, on ne les donne pas avant d'avoir éliminé une hypothyroïdie. C'est très important parce que l'hypothyroïdie peut favoriser les atteintes musculaires. Donc, il faut d'abord... Et puis, c'est une cause de dyslipidémie. Donc, automatiquement, quand vous évaluez une dyslipidémie, il faut faire un bilan thyroïdien pour éliminer l'hypothyroïdie comme cause de la dyslipidémie et de la substituer avant de commencer le traitement par statine pour éviter un risque accru de rhabdomyolyse lié à cette hypothyroïdie. Les résines, donc ils ont une action de la lumière intestinale, le cholestéramine, et on a aussi les éthymibes. C'est une nouvelle classe, nouvelle classe parce que le cours il est un peu ancien, et maintenant elle est assez ancienne. Elle inhibe l'absorption intestinale du cholestérol. Et on a les inhibiteurs de la PCSK9, proprotéine convertase subtilisine kyxine de type 9. D'où ça, c'est de nouvelles molécules.
c'est les anticorps anti-PCSK9. Ils vont inhiber la liaison de cette préprotéine avec le récepteur LDL-cholestérol et augmente la densité des récepteurs sur la face des hépatocytes et donc va diminuer le LDL circulant. On arrive à la fin, je pense que c'est la partie la plus importante maintenant en pratique. C'est une partie un peu pratique pour vous. C'est comment traiter une dyslipidémie commune chez le patient diabétique ou non. Donc, il faut passer par 3 étapes. On a vu tout à l'heure les normes du LDL en triglycérides, mais quand on regarde une dyslipidémie, on ne regarde pas que les normes, mais il faut regarder le risque. Donc, première étape, stratifier le risque cardiovasculaire de la personne. Et en fonction de ce risque, on va établir l'objectif. En fait, je fais ma stratégie d'intervention, les mesures diététiques, statine en première intention. Est-ce que je dois passer à une deuxième molécule? Alors, objectif thérapeutique, diminuer du cholestérol, triglycérides. Alors, le but, c'est bien sûr, pourquoi on traite les dyslipidémies? C'est pour éviter les problèmes cardiovasculaires. C'est la prévention primaire, ou bien éviter les récidives quand on est en prévention secondaire. Alors, quels sont les facteurs de risque? Vous les connaissez, je passe. Alors, la prévention primaire. Alors, comment j'évalue le risque en prévention primaire? J'ai des sujets qui sont en bonne santé apparente, c'est-à-dire ils ne sont pas connus, ni diabétiques, ni ils ont une forme familiale de dyslipidémie. Donc, je fais le bilan lipidique systématiquement avec, on a dit après 40 ans, on le fait après 50 ans chez les femmes. Donc, comment je vais évaluer? J'ai fait un bilan lipidique. Maintenant, la personne est devant moi. Est-ce que je la traite? J'ai des chiffres devant moi. Est-ce que je traite cette personne ou pas? Donc, les recommandations vous disent, si vous êtes devant une personne apparemment en bonne santé qui a moins de 70 ans, il y a une échelle de score qu'on appelle échelle score 2. C'est des applications que vous pouvez télécharger sur le... Donc, c'est le site des recommandations européennes de cardiologie. Et ce score, il y a des questions que vous allez remplir à propos de votre patient et vous avez un pourcentage de risque sur de maladies vasculaires fatales ou non à 10 ans. Ce pourcentage, vous allez savoir est-ce que vous êtes dans un risque faible ou la modéré ou la élevé. Pour les personnes apparemment en bonne santé qui en sont âgées de plus de 70 ans, on utilise l'échelle score 2 OP, OP pour Older Person. D'accord? Maintenant, pour les autres situations, c'est-à-dire des sujets qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire comme les diabétiques, comme les hypercholestérolémies familiales ou génétiques, comme les insuffisants rénaux. Donc là, on est soit dans le risque très élevé ou élevé. Donc, on a une autre évaluation. On va commencer par les diabétiques. Diabétique, je me pose la question. Est-ce que j'ai une maladie cardiovasculaire avérée? C'est-à-dire le malade, il a déjà fait un infarctus, une gangrène ischémique ou une ischémie critique du pied, ou bien il a fait un AVC. Donc, il est classé directement à très haut risque. Est-ce qu'il a une atteinte, la première situation, la deuxième situation, est-ce qu'il a une atteinte d'organe cible? Ou je mets une atteinte d'organe cible, je passe directement, une atteinte d'organe cible. Maintenant, il a un DFG, c'est la clairance à la créatinine, qui est inférieur à 45. Ça veut dire qu'il a une petite insuffisance rénale. Même s'il n'a pas d'albuminurie, il a une atteinte d'organe cible. S'il a un DFG moyen, c'est-à-dire modéré, et une microalbuminurie, atteinte d'organe cible. S'il a une protéinurie, il y a atteinte. S'il y a une maladie microvasculaire, c'est-à-dire en même temps, rétinopathie, microalbuminurie, neuropathie, il est classé à atteinte d'organe cible. D'emblée, il est considéré comme à très haut risque vasculaire. Voilà, donc il est dans cette partie rouge. Pour les autres qui ne sont pas ni maladie cardiovasculaire avérée, qui n'ont pas d'atteinte d'organe cible définie, comme je viens de dire, mais ils sont diabétiques, il y a un score qu'on appelle score 2 diabète. On peut l'utiliser, on répond à certaines questions, et en fonction de la proportion qu'on va obtenir, on va le classer, soit si ce score est inférieur à 20%, c'est-à-dire entre 10 et 20, il est dans le haut risque. S'il est entre 5 et 10, il est dans le risque modéré. S'il est moins de 5, il est dans le risque faible. En général, on ne trouve pas beaucoup de diabétiques dans le risque faible. On est soit dans le
risque modéré, élevé ou là très élevé. Chez les sujets qui ont moins de 40 ans, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de recommandation bien définie pour ce type de population. Donc, pour votre patient diabétique, vous êtes obligé donc de dépister les atteintes d'organes pour savoir sa situation, des antécédents médicaux, présence de symptômes évocateurs. Donc, il faut tout ça pour savoir classer votre patient et vous avez votre score de diabète. Bon. Alors, quels sont les objectifs maintenant? On a vu comment on stratifie le risque. Maintenant, comment je fais l'objectif? Alors, vous avez cette escalade. Donc, pour le risque faible, mon LDL est contact 1,16 grammes par litre. Pour le risque intermédiaire, il doit être inférieur à 1 gramme. Pour le haut risque, il doit être inférieur à 70. Et pour le très haut risque, il doit être inférieur à 0,55. Et c'est comme ça que je vais choisir ma thérapeutique. Est-ce que comme les règles diététiques peuvent suffire? Est-ce que je dois donner ma statine de forte intensité? Bon, ben, la statine ne suffit pas. Est-ce que j'ajoute une autre classe, etc. Voilà, je termine. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous êtes là? Oui. Alors, est-ce que c'était clair? 21, 21. Oui, c'était clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage. Essayez de travailler vos cours. Je vais essayer de vous les envoyer juste après. Dans une demi-heure, je vais vous les envoyer à Alicia. Et vous allez les partager avec vos collègues pour commencer vos révisions. Et je vous souhaite bon courage. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Salama. Au revoir.